Peut-être allez-vous reconnaître les paroles de cette chanson en anglais que je vous traduis en français. On dirait que je viens de me réveiller, comme si tout ce temps j'avais dormi. Même si ce n'est pas ce que je suis, je ne crains pas ce que j'avais l'habitude d'être. Personne ne reste le même. Tu sais, ce qui monte doit redescendre. Le changement est une chose sur laquelle tu peux compter. Je me sens beaucoup plus jeune maintenant. On dirait que je vivais dans un rêve, mais qui n'arrivait jamais à la fin. Mes yeux s'ouvrent lorsqu'ils sentent la lumière. C'est toujours juste avant que je ne commence à crier. Et si à partir d'un certain âge, la gloire s'appelle la revanche? Ça, c'est une citation de Georges Bernanos à laquelle Adixia, qui vient tout juste de sortir son livre « Ma revanche », va nous répondre en interview pour devenir qui je suis. Bonjour Adixia. Bonjour mon Sam. Toujours un plaisir Ah oui, toujours. d'être Ça à fait tes côtés. Tellement longtemps là. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais. Bon, les couleurs changent. Nous sommes en interview pour devenir qui je suis. Tu vas voir, ça change un petit peu dans toute intimité, dans le sens où, cette fois-ci, au travers de 5 objets qui te correspondent, on va creuser dans ton histoire de vie pour découvrir qui tu étais, qui tu es aujourd'hui et comment tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui face à nous, discrète depuis quelque temps, Très discrète. Niveau télévisuel. Oui. Bien que tu viennes de sortir ton livre depuis le 15 janvier, ton livre s'appelle Ma revanche, c'est un livre confession dans lequel tu te mets totalement à nu. Pour commencer à te découvrir différemment, je l'espère, je te propose que tu nous présentes ton premier objet qui caractérise une période précise de ta vie, ta petite enfance. Alors, pour mon enfance, je t'ai amené des photos de quand j'étais petite. Donc, je te les montre. Ça, c'est moi quand j'étais sur la batterie de mon papa. Ah oui, non mais là, mais t'as quoi, t'as 3 ans là? Ouais, je dois avoir 3 ans, un truc comme ça, mais mon père était musicien. Oui, je sais. Et du coup, on était dans son ancien garage, enfin un vieux garage, et il m'apprenait un peu à faire de la batterie. Ah oui, donc déjà la musique, que t'aimais ça quoi. Ouais, t'as vu, j'étais jeune, mais je pense qu'il y a la date derrière, regarde. Fais voir. 96. En 96, donc j'avais quel âge vu que je suis née en 92? T'es né en 92, Ouais. t'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Bah tu vois, j'avais dit, ouais, c'est ça, t'avais 4 ans. Une petite photo de moi quand j'étais petite. Oh, mais t'es celle-là, mignonne! C'est une autre aussi avec la batterie. T'es mignonne! Alors là, attends, il doit y avoir l'année aussi. Ouais. C'est pas possible, c'est en 96. Ah si, Aussi? t'as 4 ans là-dessus. Ah ouais. Tu étais déjà femme, un peu plus femme. Ah bon? Bah tu... J'avais des beaux cheveux. Mais ouais, t'as les cheveux très longs, enfin femme, non. Mais tu fais plus âgé que... Justement, les gens ils se demandent c'est quoi ma couleur naturelle, et bien ils voient là que... Mais c'est cette la même couleur que t'as Ouais, aujourd'hui. Plus ou moins, Hein, ouais. c'est plus ou moins la même Ouais. couleur. Raconte-nous, parle-nous de ta petite enfance. De quelle façon est-ce que tu as grandi avec tes parents? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? C'est marrant ce genre d'interview parce que vu qu'on en a fait plein, c'est jamais des questions que tu m'as posées et dont j'ai osé te répondre. Donc aujourd'hui, je suis quand même contente de passer ce pas. Là, on va vraiment dans l'intimité. Oui, et je sais, je tiens à te le dire dès le début, pour l'avoir fait moi aussi, je sais que c'est très dur Oui. de parler de soi. Très dur. Hein, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'en Non. fait, on se met des freins nous-mêmes. Oui, tu sais. exactement. C'est pour ça que je suis là et que je suis prête à me livrer à 100%. Donc ma petite enfance s'est très bien passée. Voilà, j'ai pas eu de problème. J'avais mon petit frère. C'était moi la chef entre lui et moi. Mes parents, on était dans une belle petite maison et tout ça, voilà. Quel rapport tu avais avec ta mère, avec ton père, de qui tu étais plus proche? La fille Comment à est-ce que papa. tu voyais la vie? Comment est-ce que tu la voyais la vie du haut de tes 4-5 ans? Donc comme tu as vu sur la photo, déjà à l'âge de 4 ans, j'adorais la musique. Très proche de mon papa qui lui est musicien. Et je pense que c'est lui qui m'a refilé cette passion. Et voilà, j'étais la petite fille à papa. J'avais une très bonne entente avec ma maman, mais j'étais difficile, j'avais mon sale caractère. Et voilà, ils ont eu du mal avec moi quand j'étais petite. Et par rapport à la musique, ce que je faisais, donc je jouais de la batterie, du piano. Mon papa, il m'avait fait ma chambre
en studio, mini studio. Quand j'étais rentrée de l'école, il m'avait mis un vrai piano, un vrai micro sur pied, une vraie batterie. J'étais aux anges. Et donc, à chaque fois, quand j'étais toute seule dans ma chambre, je m'exerçais à jouer, même si je n'ai jamais appris d'instrument. J'étais autodidacte. Donc, j'essayais d'apprendre toute seule. Et alors, ce que je faisais, tu vas rire d'ailleurs. Vas-y. Mes parents étaient partis et en fait, j'avais une salle de jeu dans ma maison. Et en fait, j'avais une fenêtre qui donnait vraiment sur le parterre du trottoir. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert la fenêtre, je m'étais habillée en princesse, j'avais pris un tambourin, c'est ça? Ouais. C'est les trucs comme Esmeralda. Et je faisais du tambourin. Dans la rue? Non, dans ma salle de jeu. Ah, tu te mettais en vitrine, quoi. En ouvrant la fenêtre et pour que les gens ils m'entendent chanter et danser. Ah non, mais alors attention, cette anecdote, pour moi, elle n'est pas anodine. Hein. Non, je l'ai jamais dit à personne. Sauf Mais dans non, le mais livre. tu n'as pas à Je avoir l'ai dit honte. dans le livre. Non, mais tu n'as pas à avoir honte. Mais pour moi, c'est pas anodin dans le sens où. Là, t'avais quel âge à peu près? Mais je pense que je devais avoir 4-5 ans. Donc même. 4-5 ans. Ouais. Donc à 4-5 ans, est-ce que tu te rends compte aujourd'hui que déjà à cet âge-là, quelque chose te poussait vers le regard de l'autre? C'est ça. Comme si j'avais déjà envie d'être sur scène. Comme si j'avais déjà envie que les gens me voient danser et chanter. Mais oui, et ça, tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu avais vu un film à la télé, écouté une chanson, entendu une Pas à interview? cet âge-là. Pas à cet âge-là. Non. Tu vas me dire quand j'étais adolescente, oui, parce que j'adorais le film High School Musical, tous des trucs de filles et de comédie musicale. Et là, oui, mais à cet âge-là, non, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et à l'école, pour le coup, ça se passait comment? Je comprends que chez toi, c'était un petit cocon de bien-être et de bonheur, c'est ça? Ouais. À l'école, comment ça se passait? Est-ce que tu étais toujours dans ce bien-être et dans ce bonheur? À quel âge? À cet âge-là? En grandissant. En grandissant, mes années scolaires, ça a été une catastrophe. Je l'ai très très mal vécu. Et ça m'a pas touché que dans la scolarité, ça m'a touché aussi dans la ville où je vivais. Ça veut dire qu'à l'adolescence, moi, j'ai eu du mal à m'affirmer un peu, donc moi je me suis maquillée très tard et j'avais mon style de garçon manqué et tout ça. Et au moment où j'ai commencé à m'affirmer, il y a eu du dérangement. Voilà. Et c'est la période où tu écoutais justement une certaine artiste. Ouais, et ça c'est mon album. Ça, Britney Spears. Bien sûr, forcément. Regarde-moi le single, comment il est dans défoncé. un état. Regarde ça. Oh là 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 là. Je l'ai écouté, je l'ai usé ce titre. En fait, donc, je me suis fait harceler à l'école. Donc, j'avais pas le caractère pour me défendre et j'avais pas beaucoup d'amis. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'en fait, ce qui me faisait du bien, c'est quand je rentrais chez moi, dans ma chambre, où je mettais Britney Spears. Voilà, parce que celle-là, c'est bien, il y avait donc, la vraie version et puis tu avais l'instrumental, donc je chantais dessus. Tu pouvais faire ta Britney, quoi. Exactement. Et du coup, en fait, ce CD m'aidait à oublier plein de choses. Et je dansais devant le miroir. En fait, si tu veux, j'avais mon grand miroir, je chantais, j'ai fait énormément de concerts devant mon miroir, parce que dans ma tête, dans mon imagination, j'avais un public derrière ce miroir qui me voyait. Tu l'as aujourd'hui, hein, donc ça on en parlera après pour la femme que tu es, mais c'est dingue, hein, c'est pour ça que j'adore cette interview pour devenir qui je suis. Donc j'avais un public dans ma tête qui me regardait et donc j'ai donné 1 milliard de concerts toute mon adolescence, toute mon enfance. Sold out. Sold out, ouais, complètement. Et même avant d'être adolescente, donc je pense que j'avais 8 ans, je m'habillais déjà comme Britney Spears dans ma chambre. Bref, je voulais être une star, je voulais être une chanteuse, je voulais être une danseuse et je savais que j'allais y rêver. Enfin, je savais qu'un jour, j'allais pouvoir parvenir à faire ce que j'aime. Parce que je suis restée positive depuis toute mon enfance. Donc ça, c'est quand tu rentrais à la maison. Donc à l'école, ça se passait mal. Tu rentres chez toi, tu écoutes de la musique. Quelque part, tu arrives à t'échapper de ce harcèlement que tu vis à l'école grâce à la musique. Ouais. Mais il ressemble à quoi, ce harcèlement à l'école? En fait, vers 14 ans, parce que ça commençait tard, 12, 13, 14 ans. 13-14 ans. Je commençais à déranger. Voilà, on venait me frapper gratuitement dans l'école. Il n'y a personne qui me défendait. On me traitait de tous les noms parce qu'il y a les copains de certaines filles qui m'aimaient bien. Alors voilà, j'étais une pute. On m'a insulté de tous les noms. Et j'avais un groupe d'harceleuses dans mon école et j'avais un autre groupe d'harceleuses
dans ma ville. Parce que j'habite dans une petite ville où il y avait plein d'événements. Donc moi, comme j'habitais dans le centre, bah, je commençais un peu à sortir. Ma maison était dans le centre, donc je partais à pied et tout ça. Et le passage où, d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre, il y avait un événement pour RTL pour Noël, donc une parade avec la chaîne RTL de Belgique. Et ils faisaient une parade dans toute la ville et je me dis, bah tiens, je vais y aller parce que voilà, c'est chouette et tout ça. Et ce groupe d'harceleuses m'ont attrapée dans une espèce de galerie, parce que j'étais dans une galerie, voilà. Et elles m'ont attrapée, elles m'ont frappée, elles m'ont insultée. Et moi, comme j'ai pas beaucoup de copines, le seul garde du corps et mon seul sauveur, c'est mon papa. Parce qu'à chaque fois que j'avais un problème, je l'appelais et il débarquait tout de suite, direct. Papa italien en plus. Donc j'ai eu de la chance, je t'épargne les détails parce que tout est vraiment détaillé dans mon livre. La chance, c'est que j'avais un collègue à mon père qui était là et qui a réussi à me débarrasser de ce groupe, parce qu'elles étaient à plusieurs, elles étaient 6, je pense. Elles m'ont encerclée, elles m'ont poussée dans tous les coins et tout ça, et en me traitant de tous les noms, voilà. Et ça, c'est ce que je vivais à chaque fois quand je sortais en ville, parce que ces filles-là étaient tout le temps en ville. En fait, tout le monde se connaît dans cette ville. Et donc, à chaque fois, on se croisait. Elles m'ont déjà bloquée dans des cabines d'essayage. Donc là, j'appelle ma mère, mon père. À chaque fois, ils sont venus à ma rescousse tout le temps, tout le temps. Et tu réagissais comment, toi, face à ce harcèlement, face à cette violence, hein, parce que c'est de la violence? Clairement, j'avais aucun caractère. Aucun caractère. Je n'arrivais pas à me défendre. Pourquoi? Parce que j'étais toute seule, elles étaient plusieurs. Et quand elles étaient toutes seules, elles de leur côté, bizarrement, elles venaient pas m'emmerder. Tu pleurais? Oui, je pleurais. Ben oui, je pleurais. Je pleurais beaucoup parce que elles venaient me chercher jusqu'à chez moi. Elles sonnaient à ma porte et tout ça pour venir m'emmerder. Tu en parlais? Ah oui, à ma mère et à mon père parce que c'était ma protection. C'est ma protection, mes parents. Donc du coup, j'étais obligée de leur en parler. J'avais peur. Ma maman, elle m'accompagnait jusqu'à l'entrée de l'école et tout. Enfin, Tu ressentais quoi comme sentiment? Est-ce que c'était de la honte? Est-ce que c'était de la peur? j'avais peur. J'avais une boule au ventre pour aller à l'école tous les jours. Tous les jours, j'avais mal au ventre. J'avais pas envie d'aller. Tout le temps, j'osais pas bien m'habiller de peur de déranger plus ce que je dérangeais déjà. Pourquoi tu dérangeais, d'après toi? Avec du J'en sais recul, hein? rien. Est-ce que c'est de la jalousie? J'en sais rien. J'ai jamais discuté avec ces filles-là. Je peux pas savoir pourquoi elles venaient me faire chier gratuitement. Voilà, pour elles, j'étais une pute. Je draguais les copains des autres et machin. Mais en fait, j'en peux rien si leurs copains venaient me draguer à moi. Enfin, m'aimaient bien. Qu'est-ce que j'en pouvais à ça? J'en Tu peux rien. subissais? Je subissais, voilà. Donc pour moi, c'était de la jalousie, de la méchanceté gratuite, parce que quand elles étaient en groupe, c'est facile de faire chier en groupe. Donc voilà, j'avais un sentiment de mal-être tous les jours, et c'est pour ça que cette musique, justement, m'aidait quand je rentrais à l'école devant mon miroir, et j'oubliais tout, et ça me faisait du bien. Est-ce que c'est à cette période que tes parents décident de te mettre en internat, en pension? Exactement, parce que c'était plus possible. Enfin, comme je te dis, c'était des groupes différents, donc c'est même pas que c'était qu'à l'école, c'était dans la ville. Moi, j'aimais bien sortir, je commençais à sortir tous les vendredis parce que voilà, je commençais à être adolescente. Enfin, j'étais adolescente, quoi, j'avais envie. Voilà. Et elle me faisait chier, donc. Et le pensionnat, tu Pardon. le prends comme une punition au départ? Alors, donc mes parents m'ont mis à l'internat, qui se trouvait à 30 minutes de chez moi. Et la première fois qu'ils m'ont accompagnée, donc j'ai accepté le fait qu'ils me mettent là-bas. Et la première fois qu'ils m'ont accompagnée, que je suis arrivée dans la chambre de l'internat, que je vois ce lit, ce lavabo, ce WC, une petite chambre. Je me dis, mais pourquoi c'est moi qui est punie? Pourquoi c'est moi qui dois subir ça et pas elle? Alors que moi, je n'ai rien fait à personne, j'ai toujours été gentille. Et c'est moi qui dois être enfermée comme une mini-prison. Bah ouais, donc la volonté était de te protéger, peut-être de la part de tes parents. J'en ai voulu à mes parents, hein, parce que voilà, je leur en ai voulu, mais je savais que c'était pour me protéger. Donc quand ils sont partis, quand je suis arrivée dans cette chambre et qu'ils sont partis, je me suis retrouvée seule, je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que là, je me suis sentie seule dans une ville que je ne connais pas. Je vais rentrer à l'école, je ne connais personne. Et je suis dans un internat toute la semaine, quoi. Je rentrais seulement le vendredi et je repartais le dimanche. Donc j'étais déjà dans les valises à cet âge-là, quoi. Et voilà, ça a été dur, mais au final, sans te mentir, ça a été les plus belles années de ma vie.
Alors pourquoi? Parce que moi, je suis jamais allé en internat et je te cache pas que j'ai l'impression que ça aurait été l'horreur. Tu vois, je l'aurais vu vraiment comme toi, pour le coup, au départ, comme une punition. Ouais. Eh bien non. La première année, donc enfin les premières semaines, il a fallu que je m'adapte. Mais au final, plus j'avançais dans les années, donc je suis restée 3 ans. Et je sais pas, c'était mes plus belles années. J'avais des amis géniaux. J'avais plein d'amis simples qui étaient gentils. Donc j'avais des amis à l'internat, j'avais des amis à l'école, j'avais des amis partout. J'avais de bonnes copines, je me sentais bien. J'avais décoré ma chambre avec tous les posters de mes stars préférées. Ma chambre était rose, enfin bref, tu me connais, plein de paillettes et tout ça. J'avais la plus belle chambre de l'internat d'ailleurs. Et ensuite, je suis devenue la populaire de l'internat et de mon école. Mais ça a dû te faire bizarre, ça, parce que c'était pas du tout une situation que tu connaissais. Ah non, pas du tout. Mais voilà, je suis devenue grave populaire dans cet établissement. Comment ça se fait? Comment la vapeur, elle s'est renversée? Eh bien, je me suis sentie quand même en confiance. J'avais une bonne hygiène de vie. Je mangeais tous les jours à la même heure. Je me levais tous les jours à la même heure. Je me couchais tous les jours à la même heure. C'était une hygiène de vie T'avais irréprochable. un sacré cadre. Ah oui. Et les gens me mettaient en confiance. Vu qu'ils étaient gentils, que j'avais du soutien et que j'avais des vrais amis, j'avais de la confiance. Et du coup, voilà, c'est ça qui a fait que j'ai repris confiance en moi. Parce que ces filles qui m'ont harcelée toutes ces années m'ont retiré cette confiance. Voilà. Elles m'ont retiré celle que j'étais, je perdais tout espoir, même dans mes rêves, hein, les rêves que j'avais de devenir une star, de chanter, elles m'avaient tout retiré. Ces filles-là m'avaient tout enlevé. Sur le moment, est-ce que tu ressentais qu'elle t'avait tout retiré? Mais au final, attention, j'encourage pas du tout ce genre de méthode, mais j'essaie de voir toujours le positif dans une situation négative. Au final, ne t'ont-elles pas poussé à devenir celle que tu es aujourd'hui? Ben, indirectement, oui, peut-être. Peut-être parce que résultat, en fait, avec ce que j'ai connu, à l'heure actuelle, je me laisserai plus jamais faire, ça c'est sûr et certain. J'avais peut-être pas de caractère à cette époque, mais c'est juste parce que j'avais pas de force et que j'étais toute petite, toute menue et que je faisais peur à personne. Mais à l'heure actuelle, maintenant, je sais que si on m'ennuie ou si je vois qu'une fille ou n'importe qui se fait harceler à l'école, ça va m'énerver, tu vois. Si j'ai une petite connaissance qui vit la même chose que moi, je serais prête à l'aider. Parce que tu as connu la situation. Exactement. Et plus tu grandis, plus tu prends en assurance. Oui. Plus tu commences à t'apprécier. Tu participes à des concours. Oui. Avec succès même. Et c'est d'ailleurs le troisième objet de cette période qu'on va découvrir ensemble. Que les gens ne savent pas parce que j'en ai jamais parlé à personne. Ben, Ni du harcèlement, ni des Je concours savais de pas Miss. moi non plus. Donc oui, en fait, comme j'avais des rêves plein la tête, j'ai commencé à faire des concours de Miss. Donc là, je t'ai apporté une écharpe de... Première dauphine, Miss Prestige, ouais, Miss Prestige, Belgium 2009. Belgium 2009. Donc voilà, j'ai commencé à faire plein de concours où j'ai quand même eu assez bien de... J'ai eu de bonnes places, hein, donc première dauphine, j'avais déjà été deuxième sur 175 filles. J'ai été deuxième dauphine à un autre concours. Enfin bref, j'ai eu toujours des bons résultats dans les concours, ça va. Tu te trouvais jolie à cette période? Bah, j'avais confiance en moi, donc j'estime que quand on a confiance, on se trouve beau et joli. Oui, je me trouvais jolie. Je me trouvais jolie et je me dis que j'avais toutes mes chances et j'ai attrapé beaucoup d'assurance. Parce que faire des playbacks devant un miroir pendant des années m'a permis à m'assurer sur scène. Même avoir trop d'assurance même. Tu vois, mais je me suis affirmée sur scène, j'avais peur de rien, j'avais pas peur du public et quand je défilais, c'était je regarde droit devant moi et je baissais pas les yeux, je baissais pas la tête et c'était moi, je veux qu'on me voie moi. Comme si en grandissant, il fallait impérativement que tu arrives à mettre de côté toutes ces années un peu sombres. Exactement. Et que tu ne te laisses plus jamais marcher sur les pieds, Exactement. ni regarder de travers. Non, et j'étais pas timide. Tu ne l'étais plus? J'étais plus timide. Ah non, j'avais aucune timidité. Pourquoi? Je sais pas, j'avais pas peur d'un public, j'avais pas peur des gens. J'ai commencé vraiment à... Voilà, j'ai plus aucune timidité, vraiment. Le besoin d'être regardé, le besoin d'être approuvé, le besoin d'être aimé, tu l'avais, je comprends, depuis ton plus jeune âge, oui. Où tu commençais à chanter déjà dans la vitrine de ta salle de jeu, oui. À te montrer. Et pour le coup, quand tu commences les concours de beauté, ça s'exacerbe. À ce moment-là, tu
Ouais, t'as ce besoin d'être vue qui te rattrape. Voilà, donc j'avais besoin d'être vue, mais surtout, voilà, j'avais envie de... Mon rêve était de faire des concours de beauté, être chanteuse et danseuse, et voilà, c'était ça que j'avais envie de Est-ce que faire. tu savais véritablement ce que tu voulais faire? Parce qu'au final, concours de beauté, chanteuse, danseuse, ce sont des Quand métiers, c'est de l'artistique, mais ouais. c'est différent. Oui, c'est de l'artistique, mais j'avais envie de faire plein de choses, Sam, je te jure, plein de choses. Et mes parents m'ont inscrit parce qu'il fallait leur autorisation, tout ça, ils m'ont accompagnée et tout. Mais c'est vrai qu'ils m'ont inscrit tard hein, à ces concours, hein. Mais il a fallu quand même que j'insiste, voilà. Mais j'ai fait aussi avant ça le casting de la Nouvelle Star à Lille. J'avais passé le casting Attends, mais c'est pas possible, avec j'en mon apprends. papa. Pour moi, ton premier Oui, parce casting, que c'était j'en Les Anges. Non, non, mais j'ai pas participé à la Nouvelle Star. Mais j'ai passé le casting de la Nouvelle Star à Lille. Et c'est là où j'ai vraiment réellement chanté devant un vrai jury. T'avais Voilà. chanté quoi? J'avais chanté Amel Bent. Laquelle? C'était Vivre ma vie. C'était une musique qu'elle avait repris d'High School Musical. Ah d'accord. J'étais très fan de ce film. Mais voilà, donc et là, je me rappelle que j'avais pas peur. J'étais stressée, mais j'avais pas peur. Bref, ça c'était mon premier casting. Et ensuite, j'ai enchaîné, quoi. J'ai fait les concours de Miss jusqu'au moment où j'étais plus devant, mais j'étais derrière après. Et c'est à cette période, parce que tu as une histoire de fou, écoutez bien, parce que c'est juste incroyable. Je vais te laisser raconter cette histoire du micro, que vous allez découvrir, un micro des années 50 que tu avais en ta possession. Alors, donc j'ai passé le casting des Anges, tu te rappelles? Je m'en souviens très bien, j'étais devant ma télé à cette époque et je vois débarquer une petite mistinguette blonde, pleine d'assurance. Tu as vu? Pleine d'assurance, déterminée dans la démarche, dans le pas, dans le regard, dans le geste. Non mais je m'en souviens très bien, C'est Alix. l'exercice que j'ai fait chez moi dans ma chambre. Non mais je m'en souviens très bien. Quelques fausses notes par moment Bien parce que tu étais stressée. Je suis pas une chanteuse. Mais dans ma tête, j'étais une chanteuse. Et c'était Et alors de Scheim que tu avais chanté. Exactement. Donc je passe ce fameux casting des Anges. J'ai été repérée. Et c'est là où on arrive à la période de la télé, Et excusez-moi. voilà. Donc avec là, on justement est, ce fameux micro qui caractérise cette période qu'Adixia va vous raconter. Voilà, donc j'ai 20 ans, je pense, et je passe ce fameux casting des Anges. Je me dis, ça y est, pourquoi je veux faire de la télé? J'avais justement envie d'être repérée musicalement, j'avais envie qu'on me repère, tout simplement. C'est pour ça que j'avais envie de faire de la télé. Donc, toujours, je n'ai jamais appris à chanter, je n'ai jamais rien fait. Et je me lance dans le chant. Et j'ai été prise. J'en revenais pas. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils me prennent, vu que j'avais pas une voix exceptionnelle. Pour participer au prime time qui déterminera qui seront les deux anges anonymes. Exactement. Donc cette année, comme par hasard, c'était différent, donc il fallait faire un prime. J'étais pas prête, j'étais absolument pas prête. Donc on a passé des cours de chant. J'ai eu des cours de chant pendant 3 jours avec la prof de la Star Academy à l'époque. Et juste pour mon souffle et tout ça, j'allais chanter, donc j'avais le choix entre 3-4 musiques. Alicia Keys, Keisha et Scheim. Et celle où je me sentais plus à l'aise, c'était Scheim. Et alors ? Donc je répète cette musique. On m'a imposé bien évidemment de mettre un tutu. C'est pas moi qui ai choisi la tenue. Voilà, on voulait que j'ai un tutu. Donc, Et puis comme j'étais danseuse à l'époque, ça ne me dérangeait pas aussi. Hein. Et je suis sur scène et je commence à chanter. Et je voyais mon papa qui était... Toujours mon papa, il est là. Il était tout le temps là. Je le voyais, il était dans le public. Et je vois les gens qui crient et je commence à chanter. Mais j'étais essoufflée. Je perdais ma voix. J'étais pas bien. Mais je restais... Digne. Je restais digne. Et j'avais trop d'assurance, ça ouais. Énormément. C'est ce qui ressortait. Hein. Mais ouais, mais c'est tout l'exercice que j'ai fait dans ma chambre, tout ça. Du coup, je pensais vraiment que j'étais dans ma chambre. J'imaginais que j'étais dans ma chambre et que le public, c'était un miroir. Finalement, tu n'es pas retenue. Finalement, ça a été un énorme échec. Ouais, ils s'en sont mordus les doigts, hein, je crois, des années après. Hein. Ouais, bon, ils m'ont mis 4 rouges. Et en plus de ça, celui qui m'a rabaissé, qui m'a complètement fait tomber de 10 étages, c'est Bruno Peter Pan. Tu te rappelles Bruno Peter Pan? Bruno Monroe. Voilà, Bruno Monroe. Ah, lui, il m'a descendu, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Alors ça, par contre, je me souviens pas. Il m'a dit que j'avais trop d'assurance, que je me prenais pour Beyoncé, et il fallait que je redescende sur Terre. Parce que je n'étais pas une chanteuse, voilà. Donc, c'est pas grave. En fait, quand il m'a dit ça, j'ai tellement mal en moi, et je me dis, bon, c'est pas grave. Je suis repartie dans les loges. Bon, j'ai pleuré, bien évidemment, parce que je me suis dit, ça y est, j'arriverai jamais à rien dans ma vie, en fait. Un échec, quoi. Un énorme échec, et devant la France entière.
C'est ça, en fait, le Ma pire. première télévision française. Enfin, le pire, non. Au final, non, parce que l'échec, pour moi, véritablement, avant, j'arrivais pas à le penser à Dix. Mais avant, quand j'entendais les gens dire certains, hein, l'échec est un cadeau, je me disais, mais je comprends pas le concept, en fait. Comment l'échec peut être un cadeau? Et il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment réalisé que l'échec, il faut le voir comme un cadeau. C'est le plus beau des cadeaux. Parce que la réussite ne nous apprend pas grand-chose, alors que l'échec nous apprend énormément. Ouais, mais tu comprends que moi, petite Belge, dans mon trou perdu, je me suis retrouvée sur la télé française, que j'ai eu un énorme échec, j'ai eu la honte de ma vie, et que après, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis dit dans ma tête, il n'y a plus rien qui va se proposer à moi. Si ça, c'est Oui, c'est fini. mort. S'ils n'ont pas voulu de moi, plus personne ne voudra de moi. Exactement. Donc du coup, Et c'est là qu'entre en scène le fameux micro des années 50. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer. Bon, là, je vais raconter un énorme secret que j'ai jamais raconté à personne. Moi, Voilà. j'adore, vas-y. Oui, je sais. J'ai pratiqué la loi de l'attraction. Donc, avoir des pensées positives. Voilà. Et j'avais été voir ma voyante, Viviane, qui, elle, m'a conseillé une pratique. Et en fait, j'ai lu le livre de Daniel Sévigny. Donc, il a fait des livres avec la loi d'attraction, etc. C'est un Canadien. Je l'ai beaucoup lu, ce livre, et je l'ai relu encore. Et il fallait, en fait, si tu veux, quand tu veux être positif et quand tu veux vraiment avoir quelque chose dans ta vie, tu accroches, tout simplement, des photos de tes rêves sur ton mur. Voilà. Oui, c'est un tableau des projections. C'est un tableau des projections. Et c'est préférable devant ton lit. Voilà. Comme ça, tu te lèves tous les jours et tu vois obligatoirement ces affiches. Et tu te couches tous les jours avec les visions de tes ambitions. Exactement. Donc, ma voyante m'a dit, fais-le pendant 21 jours. Tu imprimes des photos de ce que tu aimes, de ce que tu veux vraiment. Je ne sais pas si à ce moment-là, j'avais un karma de dingue, mais les 21 jours ont vraiment marché en fait. Donc, j'accroche devant mon lit un micro des années 50 parce que j'avais envie d'être chanteuse. J'accroche les collines d'Hollywood parce que mon rêve était de partir en Amérique. Et écoutez bien parce que la suite de l'histoire est dingue. Mon rêve était de partir à Hollywood. J'étais fan de toutes ces stars et je savais que tout le monde était là-bas. Donc je voulais absolument aller là-bas. Et j'ai mis devant mon mur l'affiche, tu sais, qu'on te colle là pendant le casting des anges. Donc il faisait marquer les anges 5 avec mon numéro de casting. Oui. Donc j'étais là, je ne sais plus, voilà. Donc j'accroche tout ça sur mon mur et tous les jours je me levais, je me couchais, je regardais ces affiches, je m'imaginais à Hollywood, je m'imaginais chanteuse et je m'imaginais faire de la télé qui pourrait me propulser dans ma carrière. Voilà, dans 21 jours. Et c'est là qu'on m'a contactée sur les réseaux sociaux pour passer le casting des Ch'tis à Tournai en Belgique, parce que les Ch'tis c'est aussi en Belgique, ils cherchaient Bien sûr, peu partout. Il faut rappeler quand même que les Ch'tis, c'était le million de téléspectateurs quasiment à chaque épisode. Ouais. Donc ils cherchaient des Belges, ils cherchaient des Ch'tis, enfin bon, voilà. Un casteur qui m'a trouvé sur Facebook, qui m'a demandé de passer le casting, donc j'ai été. Donc moi j'avais tellement de choses à raconter devant la caméra que j'ai fait 52 minutes de casting à la caméra. Et ensuite, ils m'ont recontacté 2 semaines après. Donc ça faisait pile poil 30 jours avec mes photos depuis que je les avais accrochées. Parce que le casting des anges était en janvier et le casting des Ch'tis, je ne sais plus, c'était pas très loin après. Et du coup, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on voudrait te voir à Paris. Donc je viens à Paris, je repasse encore un casting avec les producteurs de W9 et tout ça. Et voilà, et après, ils m'ont annoncé que j'étais prise 2 semaines après ça. Et ce qui est dingue, c'est que la saison, ta première saison des Ch'tis à laquelle tu participes, c'est les Ch'tis. Voilà, donc quand ils m'ont dit la destination, voilà, Dixia, fais ta valise, tu pars à Los Angeles pendant 10 semaines et je n'en croyais pas mes yeux. J'ai pleuré de joie. Oui. Et tu avais mis sur ton tableau des projections donc le numéro de casting que tu avais eu pendant Les Anges, les collines d'Hollywood et le micro des années 50. Exactement, donc je pars à Los Angeles pendant 10 semaines. 10 semaines, c'est énorme pour ta première télé. Hein. Et c'est là que cette aventure a été juste dingue. Elle a été dingue. Ça veut dire que j'ai vu Paris Hilton. J'ai eu la chance de marcher dans les rues de Beverly Hills avec 50 paparazzi. Et Paris Hilton, c'est une expérience que personne ne peut le vivre en fait. Bien sûr, la vidéo est encore disponible si vous tapez sur YouTube. Paris Hilton les Ch'tis paparazzi, je crois. Voilà, Paris Hilton, les Ch'tis ou Adixia Paris Hilton, vous tomberez forcément dessus. Elle est impressionnante comme vidéo. Et nous les Ch'tis, on était trop contentes. On n'en revenait absolument pas.
Et ensuite, avant que la fin de Ça, tournage... c'était un coup d'Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Et ensuite, avant que le tournage se termine, eh bien, la production, en fait, grâce à la production, j'ai eu la chance de tourner mon clip devant les collines d'Hollywood avec un micro des années 50. Et ça, c'est pas moi qui a demandé, il me faut absolument un micro des années 50. Non. Non mais alors, je la trouve juste dingue, moi, cette histoire. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée devant ces collines et j'ai tourné mon clip. Tu te rends compte? Tu l'as réalisé tout de suite, que ce que tu avais projeté, tu le vivais? Non, pas tout de suite. Non, parce que j'avais oublié, moi. Ça faisait 10 semaines, ça faisait plus de 5 semaines qu'on était là, j'avais oublié, moi, ce que j'avais fait. Après, c'est fou, parce que c'est pas les Anges 5 que j'ai fait, mais les Ch'tis 5, le micro, Hollywood, waouh, quoi, ça, enfin, c'est après, quand je suis rentrée, que mes photos étaient encore accrochées. Et c'est là que tu as réalisé. J'ai fait, ah ouais, putain, c'est oufissime. Et pourquoi, avant de passer au 5e et dernier objet de ton histoire de vie, pourquoi avoir mis la télévision de côté? Et je te pose cette question, je vais rajouter une petite affirmation derrière. Je sais que tu as été sollicité pour de nombreux programmes et tu les refuses tous. En fait, tu sais bien, moi je suis très discrète dans ma vie de tous les jours. Même quand je faisais de la télé, je racontais pas ma vie. Tu vois, l'harcèlement, tu vois, tout ce que je te raconte, je l'ai jamais raconté. Si je le fais maintenant, c'est parce que justement, je me sens grandie et je me sens plus femme que quand je faisais de la télé, tu vois. Donc là, ça fait 1 an que j'ai arrêté. Et je me suis fait très discrète sur les réseaux sociaux. Je publie quasiment plus rien parce que déjà je travaille sur plein de choses. Mais voilà, parce que je veux montrer aux gens qui ne connaissent plus la candidate qui faisait la télé avant. Mais en fait, Que tu n'es plus celle qu'ils ont vue à la télé. exactement. Tu as évolué. Oui. Et j'ai envie aussi qu'ils me suivent, non pas pour de la télé, mais pour ce que je fais, pour ce que je suis. Voilà pourquoi j'ai fait ce livre, pour que les gens apprennent plus à me connaître, parce que comme je ne me justifie jamais, comme je n'ai jamais rien raconté, ils ne me connaissent réellement pas, les gens, tu vois. Donc voilà, avec ce livre, j'espère qu'ils apprendront à me connaître, mais en plus de ça, j'espère aussi qu'ils vont continuer à me suivre pour ce que je fais, et notamment pour la musique. Ce qui nous amène à cette nouvelle étape de ta vie, qui est la période actuelle. Donc là, je vais me concentrer avec ma communauté sur celle que tu es aujourd'hui, sur la femme que tu es. Adixia, qu'est-ce que tu as ramené? Un porte-clés. Un porte-clés? Avec la tour Eiffel. T'as toujours aimé les petites tours Eiffel? T'as toujours accroché des petites... Bah oui, parce que même Paris, ça me faisait rêver quand j'étais petite. Donc voilà, parce que Bon, et tu vis à Paris, donc tableau des projections encore. Hein. C'est vrai, j'avoue. Donc ouais, là ça fait maintenant 1 an que j'habite à Paris. Et voilà, c'est pour vraiment, je tirais un trait sur toute ma vie marseillaise et tout ça. Après, bon, si on me propose une télé si c'est quelque chose d'intéressant et de constructif, où je peux, par exemple, présenter le top 50 des musiques, machin, je le ferai, tu vois. Mais tout ce qui est télé-réalité, non, voilà. Je pense que j'ai eu ma dose. Comment tu la vois, la télé-réalité aujourd'hui? Toi qui as connu la télé-réalité presque des débuts, avec quel œil tu regardes la télé-réalité qu'on nous montre aujourd'hui? Je regarde plus. Ah, Je regarde pas. mais de ce que tu entends, de ce que tu sais. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. C'est plus comme au début. Il y a plus la magie de faire de la télé-réalité comme au début. Parce que maintenant, tout le monde veut buzzer, tout le monde veut surjouer avec l'image que ça a donné. Chaque nouveau candidat veut marquer le coup. Ils veulent marquer le coup. Donc, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Il y a beaucoup de fausseté. Il y en avait déjà aussi à mon époque, enfin, quand je le faisais, mais là, un petit peu plus. Donc, je ne parle pas des Marseillais, hein, je parle des autres programmes. Et toujours pour parler d'aujourd'hui, en lien avec cet épisode de ta vie actuelle, qu'est-ce que tu penses de la femme, tiens, en télé-réalité? Tout simplement, il y en a certaines qui ne sont tout simplement pas elles-mêmes. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, elles veulent buzzer, elles veulent marquer le coup. Par exemple, les princes, les princesses de l'amour, voilà, des candidates, des prétendantes. J'ai regardé 2-3 épisodes et on voit qu'elles sont pas elles-mêmes et qu'elles veulent buzzer pour être reprises par après. Tu vois, tout ça, j'aime pas. Et pour revenir à celle que tu es, à la femme que tu es aujourd'hui, tout simplement, comment est-ce que tu te sens? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens un peu grandie, plus stable. Et j'ai mes projets dans ma tête. Même s'il y a eu cette petite période où il ne s'est rien passé, où j'ai perdu beaucoup d'actualités. Enfin, sur les réseaux sociaux, j'ai perdu beaucoup
admettons, des abonnés. Je suis fière, je voulais te dire aussi que j'étais fière d'avoir 1 800 000 abonnés sur mon Instagram. Parce que comme je n'ai jamais eu d'amis dans ma vie, comme j'ai été harcelée à l'école et que j'ai pas eu d'amis, eh bien en fait, c'est mes amis, tu comprends? Ce sont mes amis. Et même si je fais plus de télé, j'ai pas envie de les perdre, ces amis-là, tu comprends? Parce que j'ai besoin d'eux. Voilà, j'ai besoin des personnes qui me suivent et j'ai besoin d'être soutenue par ces personnes-là, tu vois. Et j'espère que du coup, le fait que je ne fasse plus de télé, ils vont, tu vois, Ça te met la ne plus pression, me ça? suivre. Parce que certains le font ressentir, hein. Oui, Pas les abonnés, mais certains détracteurs aiment faire ressentir ce genre de choses. J'ai ouais. déjà vu des commentaires passer du style, ah, mais tu fais plus de télé, t'es invisible, t'es machin. T'as dû en voir passer. Oui, j'en ai vu passer, mais je m'en fous parce que je suis pas non plus, voilà, je fais quand même encore mes projets et tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai lu ce genre de message, ça m'a fait un peu bizarre. Je me dis donc en fait, si je fais plus de télé, toi tu me suis plus. Tu me suis seulement parce que je suis à la télé. Hmm. Je sais pas si j'ai réellement des gens, enfin je sais que j'ai réellement des gens qui me suivent pour ce que j'aime. Ah Enfin, si, oui, bien sûr, ça n'en doute pas. Oui, Il faut pas que t'en doutes. tu vois. Après voilà, j'ai juste pas envie de les décevoir et que par la suite, je vais avoir de bons projets et j'espère qu'ils vont être tous contents. Et ce livre, pourquoi tu l'as appelé Ma Revanche? Parce que tout simplement, les filles qui m'harcelaient à l'école, quand j'ai commencé à faire de la télé, bah en fait, elles ont commencé à me demander des dédicaces pour leurs petits frères ou pour machin ou pour ci ou pour là. Voilà. Quand j'ai vu ce genre de message, j'ai souri. Je te jure, j'étais trop contente. Et là, pour moi, c'est une revanche. Non pas parce que j'ai fait de la télé, parce que je me suis fait harceler, non. Mais je veux dire, regarde, tu m'as ennuyée quand j'étais petite, t'as ruiné ma vie quand j'étais jeune, et regarde maintenant où j'en suis, et tu es là presque à me... Il représente quoi, ton bouquin? C'est un nouveau chapitre de ta vie? C'est une nouvelle histoire que tu écris avec tes abonnés? Tu veux leur montrer quoi? C'est mon histoire, pour que mes abonnés me connaissent vraiment et en profondeur, parce que vraiment dedans c'est sans filtre et tout en détail, toute ma vie en détail. Mais ça parle beaucoup de musique aussi, parce que c'est ma vie pour la musique. Et aussi montrer aux petites jeunes qui vivent le harcèlement scolaire qu'il faut simplement parler à leurs parents et qu'il ne faut pas garder ça en soi et que les parents ils doivent faire un maximum pour sauver leur enfant de ce cercle, enfin de ce truc, parce que vraiment on se sent mal pour aller à l'école. Moi, mes parents m'ont mis à l'internat, j'étais triste, mais au final j'ai vécu mes plus belles années, j'en suis sortie 10 fois plus forte. Voilà, et juste les petites filles qui sont harcelées, les petits jeunes, il faut vraiment en parler aux parents, parce que moi si je ne l'avais pas fait, mes parents n'auraient jamais été au courant. Et alors Adixia, pour revenir à notre introduction, est-ce qu'à partir d'un certain âge, la gloire s'appelle la revanche? Exactement. Ouais. Ça te colle à la peau, cette Ça citation? me colle à la peau, ouais, tout à fait, vraiment. Non, mais je suis très fière de ce livre et je sais qu'il y a beaucoup de candidats de télé qui sortent leurs livres. Et moi, chacun a une histoire à raconter, donc c'est pas qu'on doit être tous dans le même sac où elle fait de la télé, elle sort un livre, elle aussi pour de la thune et machin. Non, on a chacun une histoire à raconter, on a juste envie de la raconter à notre communauté, tout simplement. Merci Adixia. Merci à toi, Merci mon pour Sam. toutes tes confidences, Avec pour le plaisir. coup, Ah ouais, là, pour le coup, extrêmement personnel. Ton livre s'appelle Ma Revanche. Il est sorti depuis le 15 janvier dernier. Magnifique photo derrière de couverture, je l'aime beaucoup. c'est vrai? Ah, j'adore. Avec les pinceaux, comme ça te J'adore, ressemble moi aussi. énormément. Super coiffeur et super maquilleur, vraiment. Merci Adixia, merci à vous pour votre fidélité. J'espère que ce nouveau numéro de Pour devenir qui je suis vous a séduit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. On se retrouve très bientôt avec un nouveau témoignage et une nouvelle histoire de vie. À bientôt.